Bonsoir à tout le monde. Bonsoir chers étudiants. On se retrouve une fois de plus pour la continuité du module intitulé Droit maritime international. Donc dans la dernière séance, on avait parlé longuement du connaissement, des types de connaissement, des formes de transmission du connaissement, du rôle du connaissement. On a parlé aussi longuement de la charte partie des affrètements. Alors aujourd'hui nous allons parler d'abord des différents cas où le transporteur maritime ne peut pas prétendre au droit de limitation de sa responsabilité. C'est-à-dire que les cas où les plafonds vont sauter. Souvent certains disent même que c'est les cas où les plafonds explosent. Après cela, nous allons voir la dernière convention, qui est une convention fluvio-maritime, la convention de Budapest, et nous terminerons par la sûreté maritime et le code ISPS. Alors, qu'appelle-t-on d'échéance du droit de limitation de la responsabilité? Vous savez que le transporteur maritime est soumis à une obligation de résultat, consistant de sa part à déplacer les marchandises du port de départ au port de destination sans aucun dommage, sinon sa responsabilité est automatiquement engagée. D'accord? Ce n'est pas une présomption légale irréfragable, c'est une présomption légale simple. Le transporteur a la possibilité d'apporter la preuve contraire pour dégager sa responsabilité. Il doit indemniser la victime. Mais dans le calcul des indemnisations, je vais y arriver, il y a toujours une limite de responsabilité que le transporteur ne doit pas dépasser. Ce qu'on appelle les plafonds d'indemnisation. Ce qu'on appelle dans la convention de Bruxelles. Le plafond 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme. La limite la plus élevée est retenue. Dans la convention de Hambourg, 835 DTS par colis ou 2,5 DTS par kilogramme. La limite la plus élevée est retenue. Maintenant, on va voir les cas où ces plafonds-là vont exploser. Les cas où le transporteur devra procéder à ce qu'on appelle la réparation intégrale du préjudice qui a été subi. Alors, le premier cas, c'est ce qu'on appelle la faute dolosive. Vous savez que dans dolosive, il y a dol. C'est lorsqu'il y a tromperie dans la rédaction du contrat. Lorsque le transporteur a fait des actes qui ont pour but de tromper son co-contractant, à savoir le chargeur. La faute inexcusable. Faute inexcusable, parfois même certains le confondent avec la faute lourde. À titre d'exemple, lorsqu'il a été précisé expressément que les marchandises doivent voyager dans le calme, mais le transporteur maritime décide de mettre les marchandises sur le pont du navire. Là-bas, la marchandise est beaucoup plus exposée. S'il y a des dégâts, là, on parle de faute lourde ou bien de faute inexcusable. Ensuite, la négligence ou l'imprudence dans la rédaction des clauses contractuelles. Il doit y avoir S, contractuel. Donc là, c'est lorsque le transporteur a caché des informations au chargeur lors de la rédaction, ou vice versa aussi, lorsque le chargeur aussi peut cacher des informations, exemple sur la nature exacte de la marchandise. D'accord? La lettre de garantie frauduleuse. Vous savez que parfois, dans certains cas, lorsque, exemple, il n'y a pas connaissement net de réserve, parfois il peut y avoir une lettre de garantie, ça c'est pour l'affaire des banques. Maintenant, lorsqu'il y a des mentions non valables, des mentions frauduleuses sur cette lettre de garantie. La déclaration de valeur de la marchandise insérée dans le connaissement. Vous savez que parfois, certains chargeurs préfèrent, surtout lorsque la valeur de la marchandise est très élevée ou bien lorsque la marchandise est très précieuse, ils préfèrent faire une déclaration de valeur au niveau du connaissement qui est acceptée par le transporteur. Lorsqu'il y a déclaration de valeur, là aussi le transporteur, lorsqu'il y a dommage, perte, il doit réparer intégralement le préjudice qui a été subi. Et enfin, la déclaration d'intérêt spécial à la livraison. Là, c'est lorsque le chargeur a un intérêt spécial à ce que la marchandise soit livrée dans un délai bien précisé dans le document de transport. L'armateur aussi a intérêt à respecter ce délai de livraison. Donc, ce sont les cas où le transporteur ne peut prétendre se prévaloir du droit de limitation de sa responsabilité, bien sûr. D'accord. Alors, j'en viens à la dernière convention. La dernière convention qu'on va étudier. Rappelez-vous, au début, on a parlé de la convention. La première convention, c'était Bruxelles, ensuite convention de Hambourg, ensuite convention de Rotterdam.
C'est notre dernière convention, à savoir la convention relative au transport, au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, appelée CMNI. D'autres aussi l'appellent convention de Budapest. La vue, elle a été signée en Hongrie le 22 juin 2001 pour une entrée en application le 1er mai 2005. Alors, c'est une convention fluviale, mais aussi une convention fluvio-maritime. Elle a été ratifiée par tous les pays de l'espace Rhin-Danube. D'accord? Vous pouvez voir les États signataires, bien sûr. D'accord? Alors, le champ d'application. CMNI a été très clair. La convention précise que la présente convention s'applique à tout contrat de transport fluvial lorsque le port de chargement ou bien le lieu de prise en charge et le port de destination ou bien le lieu de livraison. Il suffit que l'un de ces 4 lieux se trouve dans un État signataire pour que la convention s'applique. D'accord? Ensuite, la convention précise. Elle s'applique également au contrat de transport fluvio-maritime selon les conditions ci-dessus qu'on vient de citer, ces 4 lieux, à la seule condition qu'un connaissement maritime n'ait pas été émis ou que la distance à parcourir à mer ne soit pas supérieure à celle des eaux internationales. Vous savez que c'est à partir de 200 miles nautiques, 370 km, qu'on atteint les eaux internationales. Dans pareil cas, on ne peut plus parler de transport fluvio-maritime. Donc la distance à couvrir doit être inférieure à la distance des eaux internationales, donc inférieure à 200 miles, inférieure à 370 km, bien sûr. Donc c'est pourquoi c'est une convention fluviale, mais aussi une convention fluvio-maritime, à la condition qu'il n'y a pas de connaissement maritime, mais aussi à la condition que la distance ne dépasse pas ou bien n'atteint pas les eaux internationales. Le transporteur est soumis à une présomption de responsabilité de lui, de ses préposés, de ses mandataires. Là, on sous-entend les chiefs officiels, les manutentionnaires, etc. Et présumé responsable s'il y a perte, avarie ou bien dommage depuis la prise en charge jusqu'à la livraison, ainsi qu'en cas de retard. La prise en charge de livraison nous rappelle la durée de la responsabilité dans la convention de Hambourg, bien sûr. Le retard aussi est prévu par la CMNI. Le transporteur peut dégager sa responsabilité dans les exonérations en prouvant la force majeure, le vice propre, lorsque la marchandise se détruit elle-même, le défaut d'emballage ou bien de marquage, le transport d'animaux vivants, les opérations d'assistance ou de sauvetage sur les voies navigables. Là, vous retrouverez quelques cas exceptés figurant aussi bien dans Bruxelles que dans Hambourg. La limite de responsabilité rejoint carrément la convention de Bruxelles. Rappelez-vous, 666,67 DTS par colis ou autre unité de chargement ou 2 DTS par kilogramme endommagé ou perdu, la limite la plus élevée étant retenue. Les formalités. À la livraison, le destinataire doit faire des réserves. Immédiatement, si les dommages sont apparents, visibles de l'extérieur. Il dispose d'un délai de 16 jours si les dommages ne sont pas visibles. En cas de retard, il doit signaler ça dans les 21 jours. La date de prescription est d'une année, bien sûr. Donc, c'était la convention CMNI portant sur le contrat de transport de marchandises en navigation intérieure. Alors, on va terminer avec la sûreté maritime et le code ISPS. Il faut savoir une chose. La sûreté maritime renvoie à toutes les mesures prises pour éviter les actes illicites. Par acte illicite, on doit comprendre les actes de sabotage, terrorisme, piraterie, attentat. D'accord? Alors, nous allons voir maintenant c'est quoi sûreté et nous reviendrons après sur la notion de ISPS. En anglais, security, donc comme on l'a dit tout à l'heure, désigne les mesures prises pour éviter les actes illicites ou bien les actes malveillants. D'accord? Parce qu'il faut savoir que les attentats du 11 septembre ont changé beaucoup de choses et surtout l'attaque du Limburg, un navire pétrolier français qui a été percuté au large des côtes yéménites entrant dans le port Achir qui a été percuté par un bateau kamikaze. À partir de cette période, l'OMI, on a vu tout à l'heure, l'OMI, oui, vous pouvez voir, avait publié un code que tout le monde devait respecter. On reviendra sur ça. Dans cette sûreté maritime aussi, il y a les mesures prises pour éviter la piraterie maritime. Ah oui, la piraterie, aujourd'hui, c'est un fléau mondial. C'est des activités illégales maritimes, fondées sur la violence, prise d'otages, sabotage, meurtre et surtout demande de rançon. Il y a eu 4000 actes de piraterie ont été enregistrés ces 20 dernières années par le Bureau maritime international. Maintenant, il y a des zones à haut risque que l'OMI demande aux navires d'éviter. Détroit de Malacca, Golfe de Guinée, hein,
la mer Rouge, etc., etc. Et surtout le golfe d'Aden au large de la Somalie, bien sûr. Alors, le code ISPS, en anglais International Ships and Port Regulation Facility Security Code. En français, code de sûreté international portant sur les navires et les installations portuaires. Il est entré en application le 1er juillet 2004. Il faut savoir que la convention, le code ISPS vient de la convention SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée en 1974, mais la convention SOLAS ne prévoyait que ce qui se passait en mer et non ce qui se passait sur terre. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle le code ISPS est venu compléter. Il relève de la sûreté maritime, d'accord, applicable aux navires de jauge brute, donc de volume, dépensant 500 UMS. UMS veut dire Universal Measurement System. Une jauge équivaut à 2,83 mètres cubes. Alors, le code ISPS repose sur deux aspects, à savoir la vulnérabilité de la cible et la conséquence d'une attaque à cet endroit. Son but est d'anticiper, d'éviter, d'atténuer au maximum toutes les menaces qui pèsent sur le transport maritime. En sachant que le risque zéro est utopique. Parce qu'en transport, il y a toujours des risques. Maintenant, au niveau des ports, il y a ce qu'on appelle des niveaux de sûreté. Ah oui, il y a échange d'informations entre le port et le navire. Le navire annonce qu'il vient avec un level 1. Il n'y a pas de risque. Le navire faut entrer dans le port. Les installations portuaires aussi doivent donner le niveau de sûreté des installations portuaires au capitaine du navire. D'accord? Level 2, il y a des risques. Le navire peut, exemple, le port peut renforcer les agents de sûreté qui doivent faire l'arraisonnement du navire. Level 3, là, ça veut dire que c'est grave. Le navire, parmi ces 10 derniers ports d'escale, il y a un document qu'on appelle Ten Last Port of Call, que le capitaine doit déposer. Et parmi ces 10 derniers ports d'escale, sûrement un port se trouve dans un pays qui se trouve en conflit. Il y a haute tension, ou bien sous haute tension. Et là, souvent on demande au navire de rester à rade et le raisonnement se fera en pleine mer, bien sûr. Et vice versa aussi. Hein. Parfois, il peut y avoir des troubles civils dans un pays. Alors le port atteint un niveau 3, bien sûr. Donc le code ISPS est un code de sûreté international portant sur les navires et les installations portuaires. Son but primordial est d'anticiper et d'atténuer au maximum les risques pesant sur le transport maritime. Il est entré en application le 1er juillet 2004. Le code ISPS trouve sa source dans la convention SOLAS, Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui a été signée à Londres en 1974, bien sûr. Maintenant, vous allez au port de Dakar, il y a plusieurs sites, 13 sites ISPS, où les entrées et les sorties sont strictement contrôlées, bien sûr. D'accord, terminal des hydrocarbures, gare maritime internationale, hein, Mol 10, quai de pêche, hein, Mol 3, entrepôt malien au Sénégal, Mol 2, Dakar terminal, hein, le TVS au nord, hein, etc., bien sûr. Donc, c'est ce qui met fin à ce long chapitre portant sur le droit maritime international. Maintenant, entre autres sources, j'ai puisé dans pas mal de sources hein, pour faire ce module très technique, très intéressant aussi. Les règles de la Visby, convention de Bruxelles modifiée par Visby protocole des thèses, règles de Hambourg, Rotterdam Rules, bien vrai qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, le code de la marine marchande du Sénégal, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, ou Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, le traité de droit maritime de René Rodière, les livres sont là, j'allais même vous les montrer, traité de droit maritime aussi, du professeur Philippe Delbecq, et surtout un séminaire du centre d'entraînement de notre doyen national, le doyen Ousmane Cissé, chef contentieux groupe Bolloré. Qu'est-ce qu'on retiendra? Que le droit maritime est le droit des forts. D'accord? Que le droit maritime ne se suffit pas c'est une branche du droit qui suffit à elle. Elle relève du droit privé, mais aussi du droit public, bien sûr. Le droit maritime, étant considéré comme étant le droit des forts, a eu beaucoup d'influence dans l'histoire. D'accord? Et comme le signalait le professeur Boncaise, aucune discipline juridique n'a eu d'influence de l'histoire que le droit maritime. Maintenant, il faut juste comprendre une chose. Dans l'interprétation et l'application de toutes les conventions qui ont été signées, il faudra tenir compte de leur caractère international
et de la nécessité d'en promouvoir l'uniformité. Je vous remercie et à très bientôt.